Tous et à toutes, comme vous pouvez voir sur le slide, je suis François Panda, je suis ingénieur chez Ilti, mais je ne vais pas continuer la présentation, j'attends un peu 1 ou 2 minutes que les dernières personnes un peu retardataires puissent venir au webinaire. Je crois que tu es muted. Hein. Il faut que tu recommences à parler, je pense, parce que. Non. Si, je te vois que tu es muted. Attends, je vais te demander l'activation du micro. Donc recommence. Bonjour à tous et à toutes, excusez-moi. Toujours pas. Tu es muted. Et demande bien le micro s'ils entendent bien. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez mettre en... Bonjour à tous et à toutes, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez juste mettre un sur le chat? Ah, merci. Merci Sophie. Effectivement. Donc, je commence la présentation. Je m'appelle François Panda. Je suis ingénieur chez LT Field Engineer pour les Large and Complex Customers. Donc, certaines personnes qui sont dans les grands comptes, si vous avez affaire avec un ingénieur, ça va être moi. Donc, là, aujourd'hui, on est là pour faire la fixation en maçonnerie. Ok. Donc, commence un. Bienvenue aux nouvelles personnes qui assistent à un webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat et je vais soit répondre aux questions au moment même ou soit à la fin du webinaire. Il y aura un moment pour répondre aux questions et pour que vous puissiez poser vos questions. Si après coup, vous voulez revoir le webinaire, vous dites, wow, ok, c'était super intéressant, j'aimerais bien en apprendre plus, vous pourrez revoir ce webinaire sur notre page AskILT et d'autres webinaires qui ont déjà été donnés. C'est un très bon moyen d'apprendre et vous avez toujours accès au contenu, même 1 an après si vous voulez revoir à ce moment-là. Donc, quel est l'agenda de la présentation? La présentation est divisée en 4 parties. Tout d'abord, on va plus parler de la maçonnerie. Qu'est-ce qu'est la maçonnerie? C'est quoi le concept? 2, les ancrages en maçonnerie que ILTI a. Après coup, les méthodes de calcul en maçonnerie. Le cadre juridique, les lignes directives et les agréments. Et le troisième point, les tests de traction. Je pense que certains en connaissent, mais ça serait super intéressant de vous expliquer le concept. On a des tests de traction et de cisaillement. Et enfin, le dernier, parce que on aime bien avoir toutes les solutions en un seul point, on va aussi parler du logiciel d'ancrage et avoir une démo Profit Engineering, mais pour le module maçonnerie. Donc, la maçonnerie. La maçonnerie, tout d'abord, c'est un matériau très hétérogène. Et il y a différentes manières de placer la maçonnerie, il y a différentes épaisseurs pour la maçonnerie. On peut avoir facilement du 10 cm à, on va dire, du 50 cm. Il y a des différentes manières de poser, est-ce que c'est posé avec du mortier ou pas. Et maçonnerie, on pense directement à la brique, mais non, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas que la brique. Il y a des blocs béton, il y a des pierres, il y a du béton creux, des blocs creux, des blocs pleins. Donc, en résumé, on n'a pas une seule solution. En résumé, avec une seule solution, c'est pas comme le béton où c'est un seul matériel. Mais ici, on en a beaucoup plus. Donc, un seul ancrage est un peu plus compliqué à faire. Et vu qu'on a des différents types de formes, c'est difficile de les convertir en une seule database. La maçonnerie. La maçonnerie est aussi présente dans beaucoup de structures et de bâtiments. Ça peut être des murs, comme des industries, des ponts, des trottoirs, des bâtiments et des tours. Et en fait, en fonction de la structure, les résistances seront différentes, les briques utilisées seront différentes, et donc ça amène encore plus de complexité à l'analyse de la maçonnerie. Et c'est pas juste
un plafond, une dalle, et puis fini. Non. Il y a aussi l'utilisation qui va ramener une complexité d'analyse. Mais bon, on verra tous les différents points et à la fin de cette présentation, vous allez dire, ok, je suis un pro de la maçonnerie. Donc, comme dit précédemment, ça peut être soit des toits aussi, ou soit des planchers. Et des toits et les planchers, on ne va pas utiliser le même type de briques de maçonnerie. Les maçonneries auront des caractéristiques différentes. Comme en tout, vous pouvez voir, bah, c'est plus creux sur les planchers, et dans les toits et les dômes, c'est plus plein. Et d'office, bah, ça aura un impact. Mais donc ça, c'est pour vous montrer à peu près l'hétérogénéité de la maçonnerie. Et en plus des différents types de bâtiments, types de structures on peut utiliser, en plus des différents cas où c'est un plancher ou un plafond, on a aussi plusieurs formes. La pierre, l'argile, comme vous pouvez voir, la pierre, bah, même comment c'est placé en un seul élément est différent de l'argile. Les résistances sont différentes. Par exemple, le béton, vous voyez que c'est quelque chose de plus structuré, ou soit même des briques de chaux de sable. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de consistance standard. Et donc, nous ne pouvons pas toujours supposer qu'ils fourniront les mêmes valeurs de maintien que des matériaux plus uniformes. Donc, au final, 1, on doit s'adapter. 2, on doit étudier le matériel. Et 3, on doit se rendre compte qu'il n'y a pas de solution universelle. En plus, dans certains cas, les murs extérieurs peuvent avoir des combinaisons avec de la maçonnerie. Dans certains cas, comme vous pouvez le voir à gauche, ici, on a un cas où il n'y a qu'un mur simple. Le mur peut être composé de briques, peut être composé de pierres. Ça, c'est un cas possible. Mais un autre cas, comme vous pouvez le voir à droite, c'est une combinaison de briques. Et donc, la combinaison de briques, ça fait que c'est d'autant plus complexe. Ça fait qu'on va beaucoup plus se rendre compte qu'est-ce qu'on étudie. Et aussi, ça aura un impact sur l'épaisseur du mur. Donc, sur la résistance qu'on peut avoir avec ces briques. Dans la rénovation, et même dans les nouvelles maçonneries, on a différents types de charges possibles. On a des charges légères, comme vous pouvez voir en bas avec des installations. Ok, donc ça, c'est un peu plus facile, on va dire, et c'est des cas un peu plus favorables, donc on est un peu plus heureux à gérer ce genre de cas. Mais il y a aussi des cas où on a des rénovations, et les cas des rénovations, c'est des structures avec des charges beaucoup plus lourdes, et la maçonnerie, ce n'est pas le béton. Donc, on ne peut pas rapidement analyser, on doit beaucoup plus se pencher pour voir comment vont être les réactions et pour voir si on peut reprendre ces charges. Et comme vous pouvez voir, la maçonnerie, on a différents types d'applications. Par exemple, la rénovation, on peut faire de la réparation du support de façade. Les nouvelles constructions, structurelles, non structurelles. Et on a aussi d'autres types d'applications telles que du coffrage, de la fixation de stabilité, ou par exemple des contraventements qui est temporaire. On nous pose souvent des questions, et une question qu'on nous pose souvent, on revient souvent, c'est ok, mais dans ce cas-ci, est-ce que mes charges sont trop élevées ou est-ce que je peux fixer ça avec ce type de solution? Et généralement, la question c'est il faut qu'on commence à analyser et il faut qu'on commence à vous montrer les différents types de produits, types de produits qu'on a qui vont matcher vos différents types d'applications. Et c'est là que, il y a deux types d'ancrage, les mécaniques ou les ancrages chimiques. En général, les ancrages mécaniques ont des performances relativement faibles dans la maçonnerie. En raison de la diversité des types de maçonnerie, il est difficile d'obtenir les données techniques utiles. Donc, on doit les tester sur place. Mais, même parmi ces ancrages mécaniques, vous pouvez voir, c'est l'ancrage présent ici, c'est le US qui est typiquement l'ancrage le plus solide dans la maçonnerie. Et on peut voir que le HRD sont couramment utilisés pour des systèmes de bardage par puits et les autres fixations sont plus susceptibles d'être utilisées pour des fixations légères où un processus de conception formel n'est pas généralement effectué. Et comme vous pouvez voir ici,
pour les applications critiques puissent être testées sur les sites, il y a des directives pour les tester. Ça, c'est plutôt pour les ancrages mécaniques qui ont des charges beaucoup plus légères, mais je pense que la majeure partie d'entre nous ont plus des charges lourdes dans la maçonnerie et donc doivent plus utiliser un ancrage chimique. Vous pouvez voir ce slide et se dire, OK, il y a beaucoup d'informations, est-ce que je regarde gauche, droite, ne t'inquiétez pas. Tout d'abord, on va commencer par la partie gauche. On va commencer par le HIT 270. On a deux ancrages chimiques qui sont pour la maçonnerie. Un, la partie premium. La partie premium, c'est le 270. Comme vous pouvez voir ici, il y a deux cartouches. C'est un ancrage chimique, donc le concept, c'est que les deux cartouches vont se mélanger dans la buse et il y aura une réaction chimique qui vont former notre ancrage chimique. Et l'ancrage, le I270, pourquoi c'est plus premium? Un, il y a plus, on a fait beaucoup de tests, donc on a beaucoup d'approbation ETA sur ça. Deux, ça a des valeurs de résistance pour les ancrages beaucoup plus élevés. Par exemple, le HIT HY170 juste en bas, on a fait beaucoup moins de tests, donc on a beaucoup moins d'agréments pour ça, et les valeurs sont moins élevées. Donc, clairement, je vous conseille pour la maçonnerie, déjà que les forces qu'on peut reprendre sont assez faibles, d'utiliser le HIT 270. Mais comme ça, vous pouvez aussi que le HIT 170 fait aussi l'affaire, mais n'est pas forcément le plus recommandé. En dessous, ici, vous pouvez voir les éléments rouges. Les éléments rouges, c'est plutôt les éléments d'installation pour les ancrages. Comme vous pouvez voir, on va avoir un trou propre, on va avoir un trou aussi optimal pour ça, et il y a aussi le fusil, le pistolet qui est utilisé pour les ancrages chimiques. Donc ça, c'est la partie de gauche et la partie d'en bas. Maintenant, on va plus aller au milieu. L'avantage de l'ancrage chimique, c'est qu'on peut l'utiliser avec des tiges filetées ou des douilles. Donc potentiellement, on peut avoir des longueurs, des profondeurs d'implantation beaucoup plus élevées qu'avec des ancrages mécaniques. Et on a aussi beaucoup le cas, et ça c'est voilà pourquoi ILT est un peu magique, j'aimerais bien dire, mais on a aussi beaucoup le cas où on a des maçonneries creuses. Le cas d'une maçonnerie creuse, c'est compliqué d'utiliser des ancrages chimiques parce que la maçonnerie, le chimique va tomber dans la partie creuse, donc on utilise des tamis. Et comme vous pouvez voir, les tamis ont différentes tailles, ça va jusqu'à 9 cm. Et vous pouvez dire, 9 cm, c'est pas assez, parfois ma maçonnerie creuse a une épaisseur beaucoup plus grande. Magic happen. Donc on peut même utiliser un tamis et le compléter avec l'autre. Donc mettre deux tamis d'un coup, c'est fait pour ça. Et c'est ce que montre l'image d'en bas. Et donc comme vous pouvez voir à quoi ça ressemble, donc ça sera la douille qui est mise dans ce tamis et puis après l'ancrage chimique est mis, la douille est mise, et puis après, vous pouvez voir que l'ancrage chimique passera un peu entre le tamis, et c'est ça que vous voyez sur l'image. Et donc ça, c'est pour représenter nos solutions ultimes pour l'ancrage dans la maçonnerie. Donc vous avez pu entendre la maçonnerie et les ancrages dans la maçonnerie, mais maintenant, ça sera intéressant de montrer les méthodes de calcul dans la maçonnerie. Avoir le cadre juridique, les lignes directrices et les agréments. C'est ça la deuxième partie de la présentation. Donc, comment c'est fait? Avant 2013, la conception des ancrages dans la maçonnerie, c'était assez engineering judgment. Il y avait moins de cadres. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, le monsieur de gauche aimerait bien tester la résistance des ancrages dans la maçonnerie. Comment c'était fait? Ça va vous paraître assez. Je suis sûr qu'il y en a certains qui connaissent et qui ont vécu ça, mais à l'époque, en fait, on utilisait un seul ancrage, on se référait au Anchor Fastening Technological Manual. Donc, on essayait de voir si l'application qu'on avait était similaire à une application qu'on avait dans ce manuel. Et puis après, dans le meilleur des cas, ok, on l'a, ok, c'est parfait. Et puis, comment on détermine la résistance? Aujourd'hui, pourtant on a des coefficients de sécurité, mais ici on avait un coefficient de peur, on avait un facteur de sécurité de peur, pour vous dire. La formule est ici à droite, je vous laisse la regarder. Et ce coefficient était très restrictif. Il pouvait aller de 2 à 1000. Donc en fait, au final, on avait des très faibles résistances électives. En plus, avec ce type de détermination de la résistance, on ne prenait pas en compte
les effets de bord ou les espacements. Donc, même le cas, et c'est pour ça que nos facteurs de sécurité étaient aussi élevés. Et il y avait aussi une dernière recommandation, vu qu'on n'avait pas de cadre clair, la recommandation était ne pas fixer dans les gens. Clairement, pas dans les gens. Ça, c'était à l'époque. Donc, c'est à l'époque. Maintenant, vous vous demandez, bah, comment on fait maintenant, comment on fait après. Donc, en 2010, et il y a eu la mise à jour en 2013, on a eu les tags dans European Technical Approval Guideline, où on peut voir ce qu'on peut faire dans la maçonnerie. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a l'homologation, l'état, et il y a les méthodes de conception. Bah, les méthodes de conception, on doit suivre justement les tags. Les tags, donc ce qu'on peut calculer, ce qu'on doit tester, comment on doit les tester, c'est ça qui a mis un cadre plus formel et qui a donné plus de confiance dans les applications structurelles. Parce que auparavant, on utilise des coefficients de peur, là, c'est un peu plus cadré. Mais en 2017, on a eu un nouveau. En 2017, les tags avaient été absorbés dans l'Eurocode, donc c'est devenu une seule loi. Donc maintenant, EAD, ça veut dire European Approval Document. Comme vous pouvez le voir, la dénomination est différente, donc on peut se dire, bah, ok, mais alors, ce qu'on apprend dedans est différent. Pas vraiment, c'est la même chose. C'est juste la dénomination qui change. Et aussi, la méthode de conception et les lignes directrices ne s'appellent plus tag, et ça suit le TR054 ou TR053. TR veut dire Technical Report. Sur base de ça, on a un cadre. ILTI sort des produits. Donc, on a deux types de produits, deux gammes de produits. Les produits approuvés par ILTI, donc approuvés par l'ETA, l'homologation technique, et les produits avec des données ILTI, mais pas d'homologation. Pas d'homologation. Donc, partie de gauche, on a, comme je vous ai parlé précédemment, le HIT 270 et le HIT 170. Et partie de droite, on a le HIT MM+, et le HIT 1CE. En fait, on peut se dire la différence, mais ok, vous pouvez sûrement, j'imagine que vous demandez la différence, mais ok, mais quelle est la différence entre les produits approuvés par l'État et les produits pas approuvés par l'État? Bah, l'État, on a suivi la manière d'analyser les résultats selon l'État, mais donc on l'a fait en labo, mais il y a aussi une instance de l'Union européenne qui est venue et qui a analysé, qui a approuvé cette manière. La manière ILTI, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas eu une personne de l'Union européenne qui vient approuver ces produits. Parce qu'on ne peut pas tout analyser, ILTI doit faire des choix sur quel produit on veut avoir l'approbation, sur quel produit on préfère le faire via la méthode ILTI. Donc ça, c'est pour les ancrages à injection, donc les ancrages chimiques. Mais on a aussi les ancrages plastiques, comme je vous ai montré avant. Les ancrages plastiques, c'est à peu près la même philosophie d'analyse, mais ça ne s'appelle pas, mais ça s'appelle ETAG 20. Et comme ça n'a rien à voir du tout avec le béton, ça n'a pas été absorbé dans l'Eurocode, donc la dénomination est restée la même. Mais c'est aussi une guideline technique pour, comment on qualifie la résistance, comment on étudie la méthode de conception, la ligne directrice pour l'évaluation des essais sur le site. Et si vous suivez bien, vous pouvez dire, bon, ok, il y a ancrage chimique, il y a ancrage plastique, mais il manque ancrage mécanique. Bah, mécanique, il n'existe pas de guideline, de l'Eurocode, pas de guideline de EAD et OTA, mais on a quand même voulu tester des différentes résistances via la manière ILTI. On a fait ça avec une data. Donc, pour à peu près résumer même l'état ce qu'on a, on a 12 briques. 12 briques ont été sélectionnées pour l'approbation, couvrant un large pourcentage du marché de la maçonnerie disponible. Il y a certains produits, vu que c'est un peu testé mondialement, qui matchent parfaitement les
briques et qui matchent parfaitement la maçonnerie qu'on a en Belgique. On a d'autres non, mais vous pouvez retrouver ça et comparer. Les informations contenues dans le tas sont complètes, faciles à lire, et justement on peut voir une combinaison de systèmes. Par exemple, on voit si on utilise tel manchon, si on utilise tel tige, si on utilise tel mortier, quelles sont les résistances, dans quel cas on peut utiliser. Et en fait, il y a aussi des variables d'application. Les variables d'application ont été étudiées parce que, bon, on va pas se mentir, si on a un anthrax de 100, c'est pas la même chose que si on a un anthrax d'1 mètre. Et donc, ces variables d'application, installation et utilisation, si c'est un cas sec ou humide, les distances au bord, les profondeurs d'encastrement sont aussi vérifiées, sont aussi présents dans le tas. Et bien sûr, à la fin, on a aussi la charge de résistance caractéristique pour différents modes de contrainte et de rupture. Donc là, je vous montre les 12 briques couvertes. Il y en a certains que vous pouvez vous dire, ah ben c'est parfaitement similaire. Donc comment c'est mis, il y a une résistance à la compression qui est mise là. Il y a, on va commencer par la gauche d'abord. Mais il y a d'abord le nom, le type de brique, l'image, que vous pouvez retrouver, les dimensions qui avaient été testées, la résistance à la compression, la densité bulk, et bien sûr dans l'annexe. Et donc vous pouvez voir, dans certains cas, ces briques-là et ces maçonneries-là vont matcher ce que vous avez sur le terrain et parfois ce n'est pas le cas. Et là, vous vous demandez, ah ben si c'est pas le cas, qu'est-ce que je dois faire? Vous inquiétez pas, ça va expliquer. Et donc là, c'est juste pour vous montrer à peu près à quoi ressemble un état pour le HIT 270 par exemple, et que les charges dépendent de différents facteurs tels que la plage de température de service, l'état, si c'est sec ou humide, le type d'ancrage, la méthode de nettoyage, la profondeur, le diamètre et différents autres facteurs. Et donc là, c'est pour vous donner à peu près comment c'est notifié sur notre fiche technique ou sur notre état. Donc vous pouvez voir, il y a plusieurs informations. Il y a la méthode de drilling, de percement. 2, il y a les catégories pour utiliser si la structure est mouillée, sèche, la température, in service temperature. Et là, ça va justement dépendre sur le temps de séchage de l'ancrage chimique. Et sur la partie droite, vous voyez plus la partie géométrique de l'installation des ancrages. Et comme vous pouvez voir ici, généralement, l'ancrage dans la maçonnerie se fait sur 2 différentes pierres. Si possible, c'est le meilleur cas. Mais bon, ça dépend aussi de la taille de la maçonnerie. Et vous voyez, les différents caractéristiques sont reprises telles que l'espacement, telles que la distance au bord, les anthrax. Et ici, vous voyez aussi que notre système, et le taille, même notre système Process Engineering, dont je vais vous montrer après quand ça fonctionne, on analyse les différents modes de rupture. Et comme pour le béton, au final. Et il y a certaines manières de rupture qui sont identiques au béton et certaines sont différentes. Mais il y en a 4 qui sont analysées pour les charges en tension et 4 qui sont analysées pour le cisaillement. C'est que la défaillance de la pièce métallique, dans les 2 cas, traction et cisaillement, la défaillance locale de la brique. Par exemple, le premier est identique au béton. Le deuxième, on a semblable à l'arrachement du béton et la défaillance de l'ancrage. Semblable à la défaillance du béton aussi et la défaillance de la maçonnerie. Vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont semblables. Comme la rupture de la brique ou la rupture du bord de la brique. Mais le dernier, l'extraction d'une brique due à la traction de ça, on voit pas ça du tout avec le béton. Et même l'extraction d'une brique aussi, due au cisaillement, on n'a pas ça non plus. Et ça, c'est un cas propre à la maçonnerie. Et à la fin, on teste le mode de rupture, les modes de rupture en traction, le mode de rupture en cisaillement. On analyse les deux et on prend la plus petite valeur de résistance pour les deux. Et puis après, on fait une combinaison de charges pour voir si même la combinaison passe. Ça, c'est à peu près pour la partie. Ça, c'était tout pour la partie
cadre juridique, ligne directrice et agrément de nos produits. Maintenant, on va plus aller en test de traction. Et test de traction, ça pourra en intéresser beaucoup d'entre vous parce que c'est souvent la solution qu'on n'a pas de données comme état. On n'a pas de données déjà faites dans l'état. Et donc, pour ça, justement, c'est un cas qu'on a. C'est possible qu'on ait une brique creuse ou on a une brique solide. Si la brique existe dans l'état avec les mêmes matériaux, la même résistance, la même taille, la même section, ça c'est jackpot. Ça, c'est très facile. Vous y gagnez beaucoup de temps. Vous allez extraire les données de conception de l'état. Et donc, vous pouvez voir, je conseille clairement d'utiliser le HIT 270, voir en fonction du HIT 270 pour avoir les résistances à la traction et au cisaillement et des différentes briques. L'autre cas, c'est un cas un peu moins idéal, mais un cas qui arrive clairement, c'est si on n'a pas. Si ces valeurs ne matchent aucune brique dans l'état, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait un on-site testing, test de traction. Test de traction et on suit pour faire ce test de traction l'état 029 pour le faire. Et donc, ça, je vais en parler après, mais ILTI, on fait ce genre de test de traction. On vous supporte, on vient, on va faire l'analyse des tests. Ça, c'est le premier cas, test de traction. Et le deuxième cas, c'est donner technique ILTI si votre pierre correspond exactement à une brique de notre fiche technique manuelle, ce qui était utilisé avant. Si ça correspond parfaitement, bah, vous pouvez utiliser ça. Mais ça ne correspond pas, test de traction. Ce qui est important, c'est que après coup, on verra notre logiciel ILTI maçonnerie. Mais la conception, une fois qu'on a des valeurs d'état, c'est mis dans notre logiciel. Donc, tout ce qui est dans l'état est calculé via notre logiciel. Là, on va un peu plus se concentrer sur les tests de traction, si le matériel n'est pas couvert. Tout d'abord, selon la norme 053, seuls des tests de traction sont requis. En fait, la valeur de cisaillement peut être déduite à partir des tests de traction. Ça, vous verrez après. Je vous montrerai après. Les formules, on ne va pas passer trop de temps. Et il y a un état pour la brique avec le même matériau que votre maçonnerie. C'est un état, l'OST on l'effectue selon la TR 053 ou soit la norme pour faire le test de traction est différente s'il n'y a pas d'état pour la brique. Et pour la vis, par exemple, pour le cas de la vis, on n'a pas de test de traction, mais on a des données techniques qu'on peut voir si on a la solution. Et c'est ici, une fois qu'on fait un test de traction, tout d'abord, la résistance à la traction, il y a deux options de le faire. Il y a un test destructif, donc on va juste à la rupture de la brique. Et le deuxième cas, c'est un test juste à une valeur que vous déterminez. Mais la méthode d'analyse est un peu destructive, est un peu différente. Tout d'abord, si on va jusqu'à minimum 15 tests, on utilise une formule. Le grand minimum qu'on doit faire, c'est 5 tests, mais si on fait entre 5 et 15 tests, c'est notre formule un peu plus contraignante d'un point de vue coefficient. Je ne vais pas trop deep dive sur ça. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me demander. Et le deuxième cas, c'est des tests non destructifs qui sont également affectés par le facteur bêta, comme vous pouvez le voir. Mais la charge ici doit être augmentée progressivement jusqu'à ce que la charge d'épreuve, donc la charge que vous voulez, soit atteinte. Si un mouvement ou un déplacement visible des chevilles d'injection ne se produit pas dans tous les essais, dans le deuxième cas, une estimation de la résistance caractéristique peut être obtenue à l'aide de l'équation présente. Et après coup, on n'a pas que les tests de traction, on a aussi des tests de cisaillement, mais si vous ne voulez pas faire un test de cisaillement, la valeur en cisaillement peut être déduite à partir de la valeur en traction. Mais les résistances sont toujours limitées aux valeurs de la brique de base similaire fournie par l'ETA. Et en fait, si on ne fait pas de test de cisaillement, ce qui est tout à fait possible, les valeurs qu'on a seront beaucoup plus limitées que si vous faites par exemple un test de traction. Mais ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et justement, vous pouvez être curieux, à quoi ça ressemble un test de traction, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Tout d'abord, c'est important de dire que c'est un service payant, parce qu'on prend quand même pas mal de temps, il faut qu'on ait le matériel à disposition, qu'on règle le manomètre, qu'on se déplace, parce qu'on se déplace, mais clairement, le prix qu'on facture, c'est juste pour couvrir nos coûts de déplacement, coûts d'utilisation, coûts d'un rapport, parce qu'on peut aussi faire un rapport à la fin, si vous le désirez.
Et en fait, on se différencie par rapport aux autres personnes parce que, un, c'est très numérique. Nous, c'est totalement numérique. Il y a une connexion entre le manomètre et le téléphone, donc on a toutes les datas sur notre téléphone, et aussi la grande distance entre les pieds. On a différentes gammes de produits, gamme de testeurs. On a le petit qui peut aller jusqu'à 50 kN, et c'est avec ça qu'on fait aussi les tests de cisaillement. Mais on a aussi la grande installation qui peut aller jusqu'à 350 kN. Mais bon, en maçonnerie, on va rarement à 350, mais on ne sait jamais. Ok, donc là, c'est à peu près pour vous donner, pour vous montrer un exemple. Ici, par exemple, on a fait avec une brique de silica. La brique de silica est un matériau fort, à peu près une pression à compression de 20, oui, de 20. Mais le problème est que la différence peut venir du joint. Comme vous voyez à droite, quand c'est testé sur la brique, vous voyez à peu près 16 kN en traction. Mais ici, bah, vous voyez une valeur différente encore pour le deuxième cas. Excusez-moi que ce soit en néerlandais. Mais le dernier cas, ici, quand on teste sur le joint, vous voyez une valeur beaucoup plus faible, de 9. Donc en fait, on a une disparité assez importante. C'est pour ça que on fait le test et puis après on fait une extrapolation pour vous, pour vous donner des valeurs. Et on va généralement mettre une réduction sur les hautes valeurs pour garder la sécurité. Parce que justement, un test d'extraction peut être impacté par beaucoup de facteurs différents, tels que bah, si c'est dans le joint, si c'est humide, si c'est sec. Parfois, justement, ça peut gérer une incohérence par rapport au test. Donc, en fait, et ça c'est une petite analyse et remarque, avec des méthodes statistiques, une fois qu'on a fait un test de traction, les méthodes statistiques officielles standards pourraient ruiner le résultat parce qu'on pourrait diminuer énormément les, les valeurs de résistance qu'on prend. Et donc, ça se passe aussi qu'on prend la valeur la plus basse. La plus basse qu'on a testée, par exemple, si on fait un test de destruction, on peut prendre la valeur la plus basse. Bon, après toute cette partie théorique, je suis sûr que vous êtes en mode, ok, j'ai beaucoup appris, mais plus de pratique, plus de waouh. Et donc maintenant, la partie 4, c'est plutôt l'utilisation de notre logiciel d'ancrage, Profis. D'abord, il y aura une petite partie théorique et puis après, on va plus aller vers le module. Je vais vous montrer l'utilisation du module. Comme je l'ai dit avant, nos valeurs, comme on a différentes ETA pour différentes briques, on les a incorporées dans notre logiciel, avec les distances au bord, avec les températures, avec le type de brique, avec beaucoup de facteurs différents et de facteurs différents, tout ça a été incorporé. Donc c'est sur ça que se basent les calculs. Et comme vous pouvez voir, là c'est à peu près une capture d'écran pour vous montrer à quoi ressemble le logiciel et quelles sont les données. Comme vous pouvez voir, c'est en 3D. Donc vous pouvez clairement voir l'épaisseur, vous pouvez clairement jouer sur le côté 3D et pour le plus possible modéliser le cas que vous avez en vrai. Il y a deux niveaux. La sélection facile des produits, tout se fait à gauche. Là, le calcul se fait directement et à droite. Et il y a aussi un accompagnement avec des notes en dessous. Mais ne vous inquiétez pas, là, ça fait beaucoup de données d'un coup. Je vais vous montrer tout de suite avec le logiciel. Ici, en fait, le but, c'est de faire un petit exemple. Un petit exemple. C'est pas comme à l'école où être interrogé, c'est vraiment, je vais utiliser cet exemple-là pour, pour vous montrer le logiciel et pour vous montrer, pour un peu donner un premier aperçu du logiciel avec le module maçonnerie. Donc ça, c'est le cas. Je vais prendre le module maçonnerie et vous le partager. Comme ça, on pourra faire ça ensemble. J'étais tellement impatient de vous le montrer que je l'avais déjà ouvert.
Euh, Là, vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le voir, c'est un module en 3D, donc vous pouvez facilement jouer avec ça. Jouer sur l'épaisseur que vous avez. Attendez. Ouais, c'est pas grave. Donc, jouer sur l'épaisseur, vous pouvez facilement changer. Et c'est ça qui est assez pratique avec ce software, c'est que la partie de droite, c'est plutôt la conséquence de ce que vous faites à gauche, mais vous avez aussi un impact. Par exemple, la conséquence de ce que vous faites à gauche, vous avez différents onglets ici. Mais avant de totalement rentrer sur ça, je vais d'abord juste vous montrer à quoi ressemble l'interface générale pour être sûr que tout le monde soit sur les mêmes bases. Ici, vous voyez à peu près les différents modules qu'on a. Souvent, le plus utilisé, c'est platine sur béton. Mais on a aussi clairement maçonnerie. On a d'autres cas, vis à béton, garde-corps. Ici, on va plus être sur la maçonnerie. Je le reprends. Donc ici, tout d'abord, c'est savoir le type de brique. En fonction du type de brique, les résistances sont différentes. Ici, on avait pris plutôt une maçonnerie pleine en argile. Et ici, vous pouvez voir que la résistance, parce qu'il y a différents types de résistance, en fonction de votre prix, vous pourrez l'adapter. Si on va prendre, dans le cas que j'avais pris, on va prendre ici 40. Et ici. Ici, il y a aussi la taille de la brique. La taille de la brique, on a des tailles standards qui sont mises de base, mais vous pourrez aussi modifier la taille en fonction de ce qui correspond le plus à votre brique. En fonction de ce qui correspond le plus à la brique, vous avez l'opportunité de modifier ça. Et tout ça sera répercuté à droite. Ça sera répercuté ici. La configuration, ça c'est une configuration aussi. La configuration peut aussi jouer. Ici, c'était une configuration, je vais prendre la configuration en flamand. Et par exemple, si je prends en demi-brique, vous voyez l'impact que ça a ici. Je la garde en lac. Ça, c'est à peu près pour la sélection de la brique. Ici, la sélection de la brique. On a vu précédemment qu'on pouvait faire des tests d'arrachement. Et les tests d'arrachement, vous pouvez faire les tests d'arrachement, par exemple, si vous avez un cas de rénovation, et directement instaurer les valeurs d'arrachement dans le système. Et ça qui est fait assez rapidement. Et on prend aussi en compte le joint, l'enduit, si le mur a un enduit ou pas, sur un impact, la température, parce que la température a aussi un impact sur le temps de séchage, l'épaisseur du mur, vous pouvez le changer à droite ou à gauche. Et par exemple, pour vous montrer à quel point c'est complet, il y a aussi le type de perçage. Si c'est un perçage avec perforateur, si c'est un perçage, oui, s'il y a différents types de perçage, le nettoyage. Et là, vous pouvez aussi jouer sur la platine. Je vous conseille clairement, le meilleur moyen d'apprendre, c'est prendre et jouer avec. Et prendre vos cas et les incorporer dans le système et voir et apprendre les différentes possibilités. On en a vraiment beaucoup. Et par exemple, ici, vous pouvez choisir sur le côté cheville quel type de cheville vous utilisez. On a vraiment beaucoup de cas. Mais ça, je vous conseille vraiment de se pencher dessus. Et c'est vraiment, tous les onglets sont à gauche, platine, cheville, profil qui est ici, ça vous pouvez le changer. Par exemple, j'ai enlevé le profil, juste pour un exemple. Et là, pour avoir le cas que nous on a, c'est montrer charge d'entrée. Comme ça, vous pouvez voir les charges ici. Et je vais juste prendre le cas qu'on avait pris pour l'exemple. Donc 4,5 kN en traction. Et vous voyez à droite, ce qui est magnifique avec le logiciel, c'est que vous voyez directement les forces reprises par chaque ancrage. Et je prends le deuxième cas, moins 4,5 en cisaillement. Et voilà, vous avez vraiment les deux cas. Et là, vous avez aussi les différents modes de rupture dont j'ai parlé plus tôt, qui sont vérifiés et la combinaison est vérifiée.
Et dernier cas, pour vous montrer, vous pouvez par exemple éditer votre note de calcul comme pour le module en béton. Je vais vous montrer vite, rapidement, pour pas prendre toute votre matinée, vous montrer à quoi ressemble la note de calcul. La note de calcul est extrêmement complète. Là, je l'ai mis. Donc là, vous avez le type de cheville, la géométrie que vous avez utilisée, une géométrie un peu plus zoomée, les charges qui ont été incorporées, l'utilisation max de la cheville, le cas de charge. Bon, vous avez toutes les formules vérifiées. Et là, la partie 7 aussi importante pour ceux qui vont installer, vous avez les données de pause qui sont ici. Ah bon, je vous avoue que je pourrais passer 3 jours entiers à passer sur Profit à vous montrer les différentes fonctionnalités qu'il y a. C'est assez facile à l'utilisation et assez intuitif. Mais je suis sûr que même si vous aimez la présentation, à un moment, il faut la terminer. Et là, je vais retourner sur la présentation. Ok, on va envoyer la présentation. Donc ça, c'est à peu près pour vous montrer, même la plaque peut être changée. Ça, je ne vais peut-être pas montrer, mais les dimensions de la plaque peuvent être changées. Juste maintenant, pour conclure cette présentation. Donc, les points importants ici, c'est que, la maçonnerie, c'est un matériel plus complexe, très hétérogène. 2, on a certaines valeurs qui sont données par le TA. Vous pouvez soit suivre le TA, ou soit si votre brique n'a pas de valeur dans le TA, un test d'extraction sont possibles, des tests d'extraction sont possibles, et on vous les fait. 3, Profit Engineering. Tout ce que vous voulez modéliser, vous pouvez le modéliser en utilisant Profit Engineering et ça vous fera gagner du temps. Comme vous pouvez voir, si vous avez toute question ou demande de calcul, vous pouvez toujours contacter notre page Felix Engineering l'adresse mail avec nos ingénieurs de bureau, felixengineering@ilti.com. Et sur le site AskILTI, vous pouvez revoir tous les webinaires, voir les différents articles, poser n'importe quelle question. Et ici, vous pouvez voir, le prochain webinaire est le 18 mars, solution contre la corrosion. Je suis triste, c'est pas moi qui vais vous le donner, mais c'est un de mes collègues très très compétents. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. N'hésitez pas à contacter Felix Engineering ou à m'envoyer un mail. Et ce fut un plaisir d'avoir été ici aujourd'hui pour vous présenter. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez la poser maintenant dans le chat. J'attends 10 secondes. S'il n'y a pas de questions, j'espère que vous avez aimé et j'espère vous revoir prochainement. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc passez une bonne journée.